Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Borgne. Aujourd'hui, grosse vidéo. Si vous la suivez attentivement, vous allez complètement changer votre manière de jouer et engranger d'énormes profits. Que ce soit des débutants, des confirmés ou même je vois des youtubeurs, il y a beaucoup de merde qui se disent et personne ne comprend ce qui se passe. Le jeu est simple. Normalement, on se dit, j'achète des joueurs qui devraient bien performer, leur note dans Sora augmente et je vais les revendre plus cher. Or, on achète des joueurs, leurs perfs sont bonnes, leur note dans Sora augmente et voilà, les prix dégringolent, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, je suis passé par là il y a un an quand j'ai commencé Sora en 2021. J'ai beaucoup perdu, beaucoup, avant de comprendre le truc essentiel dans Sora. Et le truc essentiel dans Sora, c'est les cycles. Il y a des cycles et il faut les respecter, sinon on perd de l'oseille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 cycles qui dictent les prix sur Sora. Donc accrochez-vous à votre chaise de gamer ou à votre tabouret, mettez un pouce bleu dans la vidéo et on est parti. Le premier cycle important à prendre en compte et qui dicte les prix sur Sora, qui n'est pas lié à la note des joueurs, c'est le cycle de la saisonnalité des championnats. Au début d'une saison de football, donc on va prendre septembre pour l'Europe, les cartes mises sur le marché par Sora sont à leur plein potentiel, à savoir qu'elles ont un bonus de 5% et ces cartes vont pouvoir avoir une utilité de 60 Game Weeks. De plus, en règle générale, quand le championnat commence, souvent, avant, il y a eu une période de frustration pendant 2 mois, juillet, août, tout le monde se rue en même temps sur les cartes au début de l'année, ce qui entraîne une hausse des prix. C'est comme si tout le monde avait la main sur le frein à main et dès que le championnat commence, on desserre le frein à main et on se jette sur les cartes, ce qui fait nécessairement en début de saison augmenter le prix des cartes. À mesure que l'on avance dans l'année, l'utilité de la carte baisse car elle peut jouer moins de Game Week. Il y a également plus de cartes sur le marché, donc forcément, nécessairement, le prix baisse. Encore une fois, on réfléchit sans en prendre en compte les performances de la carte. Ensuite, ce qui se passe en fin de saison, 3-4 mois avant la fin de saison, les gens commencent à anticiper et à vendre. Pourquoi? Parce que la carte n'a plus qu'une vingtaine de Game Week à jouer, ou alors parce que les gens ont des petites galeries et veulent transitionner d'Europe à Asie, MLS pour pouvoir jouer l'été. Dans les grandes lignes, les gens n'aiment pas garder un actif qui n'a pas de rentabilité ou qui a une faible rentabilité. Donc, ils veulent basculer d'un actif qui n'a plus beaucoup de Game Week à jouer vers un actif qui a plus de Game Week à jouer. Cette baisse en fin de saison est aussi liée pour beaucoup à l'incertitude sur la saison prochaine. Par exemple, des top joueurs qui étaient très bons en Asie ou qui étaient très bons dans des petits clubs européens, s'ils sont transférés dans un grand club, il est possible qu'ils ne performent plus aussi bien. Ce qu'il faut bien comprendre les gars, c'est qu'on ne joue pas à l'entraîneur. Je vois plein de gens faire cette erreur, notamment plein de youtubeurs. Bien que j'adore Giroud, Manager 99, Sora, ce n'est pas l'entraîneur. Un joueur qui était très fort dans un petit championnat, 9 fois sur 10 va se casser les dents dans un gros championnat et va voir ses notes diminuer. On n'a qu'à prendre l'exemple de Diaz. Il avait des très bonnes notes. Quand il est passé de Porto à Liverpool, son prix a chuté car ses notes ont baissé. Il y a aussi le principe de la patate chaude avec les joueurs qui sont vieux ou en fin de contrat. L'incertitude liée par leur situation contractuelle ou par leur âge fait qu'on prend peur et que les prix sont bradés. Donc, cette incertitude pousse les joueurs à mettre sur leur marché les cartes de vieux joueurs, des cartes de joueurs qui sont en fin de contrat, les top joueurs de petits championnats qui pourraient être transférés dans des grands championnats, ce qui entraîne une baisse des prix. Voilà, dans les grandes lignes, tous les aspects à prendre en compte liés à la saisonnalité des championnats et qui influencent directement le prix des cartes, encore une fois, sans prendre en compte la performance intrinsèque de la carte et ses notes dans le jeu. Maintenant, accrochez-vous, on va voir le deuxième cycle qui dicte le prix des cartes sur Sora. Le deuxième cycle qui dicte les prix sur Sora et dont vous devez être super attentif, c'est le cours de l'ETH. Pour vous expliquer ça, il faut qu'on prenne 2 cas de figure, les nouveaux joueurs et les anciens joueurs, d'accord? Je l'attendais celle-là. Le nouveau joueur qui commence le jeu, il va sur le site, il regarde les prix en euros et il sort sa carte bleue. Par le passé, on ne pouvait pas payer en carte bleue, mais depuis qu'on peut payer en carte bleue, les nouveaux joueurs ne regardent que en euros. C'est pour cette raison que le prix des cartes sur Sora est indexé sur l'euro. Maintenant, si on a un ancien joueur, autrement dit un joueur qui ne rajoutera pas d'argent dans le jeu, qui doit se contenter de ses actifs dans le jeu, quand on vend nos cartes, on reçoit de l'ETH et l'euro, on s'en fout. Donc, il y a les nouveaux joueurs qui, eux, ne pensent qu'en euros et les anciens joueurs qui, eux, doivent penser en ETH ou ne pensent qu'en ETH. Concrètement, il s'agit de faire un arbitrage binaire.
Est-ce que je veux dans mon portefeuille des euros sous forme de cartes? Car les cartes sont indexées sur l'euro, donc en ayant des cartes, ce que j'ai en fait, c'est de l'euro. Ou est-ce que je veux de l'ETH? Dans le cas d'un joueur qui ne sort plus la CB, un ancien joueur, on veut maximiser nos gains en ETH. On ne veut pas réfléchir en euros. Donc dans ce cas-là, quelle est la meilleure stratégie à faire? Ce qu'on veut, c'est vendre quand l'ETH est faible. Comme ça, on va recevoir une grosse quantité d'ETH, de le stacker et de racheter le joueur ou de racheter d'autres joueurs quand l'ETH aura remonté, car la carte coûtera relativement moins cher. Donc la moralité de cette histoire, c'est que vous devez avoir un avis sur la tendance de l'ETH. Est-ce qu'il est bas et qui va monter, ou est-ce qu'il est haut et qui va descendre? Et vous devez vendre quand vous pensez que l'ETH est bas, et vous devez acheter des cartes quand vous pensez que l'ETH est haut. Ce n'est jamais qu'un arbitrage entre deux actifs, de l'euro sous forme de carte ou de l'ETH. Voilà, ça c'est le deuxième cycle très important. Allez, on passe au troisième cycle qui dicte les prix des cartes sur Sorare. Le troisième cycle super important qui dicte les prix sur Sorare, ça va vous paraître bête, mais c'est Sorare lui-même. Sorare édite régulièrement des cartes. Lorsqu'ils éditent des cartes, cela fait nécessairement augmenter l'offre, donc baisser les prix. On va prendre l'exemple de Neuer. J'ai acheté 2 Neuer juste avant son retour de blessure en limited. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un enchaînement de mise en vente de Neuer par Sorare. Moi qui pensais faire une plus-value lorsqu'il va rejouer et donc revoir la carte réaugmenter, je me suis fait avoir parce qu'il y a eu plein d'éditions de cartes de la part de Sorare. On est d'autant plus exposé au risque d'édition de cartes par Sorare sur le marché limited que sur le marché rare. Pourquoi? Parce que le marché limited a été prévu pour étendre le nombre de managers. Qu'est-ce qui se passe sur le marché limited? On voit qu'il y a 1000 cartes qui peuvent être éditées en limited. Là, on est à la fin de la saison et il y en a à peu près que 300 qui ont été éditées. Sorare utilise le marché des cartes limited pour pouvoir faire baisser le prix. Afin, par exemple, d'attirer de nouveaux entrants des cartes, ils vont publier beaucoup de cartes. Et on voit que ce 300 sur 1000, alors qu'on est déjà à la fin de la saison, ils ont une large marge derrière. A l'inverse, sur le marché des rares, grosso modo, ils publient les 100 cartes chaque année et ils ne peuvent pas publier une 101e carte. Donc on sait que dans l'année, ça sera de toute façon capé à 100. Le prix des cartes est plus facilement manipulable par l'équipe de Sorare sur le marché des limited. Il est super important de s'intéresser à la stratégie commerciale de Sorare. À quel moment est-ce qu'ils vont, d'après vous, lancer des nouvelles features, faire de la communication, vouloir faire de nouveaux entrants dans le jeu et donc potentiellement à ces moments-là faire baisser les prix? Le prix d'une carte est directement lié à son nombre de cartes en circulation et donc, de sorte, vous devez être attentif à la politique commerciale de Sorare et à sa stratégie commerciale d'édition de cartes. Voilà, ça c'était les 3 principaux cycles qui dictent les prix des cartes sur Sorare, la saisonnalité des championnats, le cours de l'ETH et l'émission de cartes par l'équipe de Sorare. Maintenant, il y a plein d'autres cycles à prendre en compte qui sont intéressants, notamment des fois ils font des weekly on alignait que des joueurs à moins de 45 de scoring. J'ai acheté un Noah Lang à plus de 30% plus cher que le marché. Juste après la weekly, le prix s'est effondré. Vous pouvez aussi avoir l'idée de jouer le match-up. Plein de joueurs vont vouloir acheter des joueurs de l'équipe qui jouent contre le dernier du championnat parce qu'on sait qu'ils vont bien performer et donc tout le monde se rue sur les joueurs de ce match-up favorable. Il y a aussi, on l'a vu, se débarrasser des vieux à la fin de saison, mais il y a aussi la fin des cycles U23, se débarrasser de ces U23 qui vont ne plus être éligibles à U23. Bref, il y a plein d'autres cycles, mais les 3 principaux, c'est saisonnalité des championnats, cours de l'Ethereum et édition de cartes par Sorare. Donc voilà, si vous voulez continuer de jouer à Sorare en mode casino, je rentre, je mets un billet, j'ai pas de problème avec le fait de perdre l'argent que je mets, c'est tant que je m'amuse, pourquoi pas. Maintenant, si vous voulez jouer plutôt en mode manager et avoir comme objectif de faire grossir votre galerie, il y a une stratégie relativement simple à adopter, c'est acheter quand le TH est fort, puis vendre quand le TH est relativement faible, acheter 2 à 3 mois avant la fin des championnats, revendre en début de championnat ou au milieu de championnat et essayer d'anticiper les mouvements stratégiques de Sorare quant à l'édition des cartes ou alors diminuer votre exposition à ce risque en allant sur le marché des rares plutôt que sur les limited. Et si vous êtes des putains de génies, essayez de combiner les 3. Vous jouez sur le cycle de l'Ethereum, vous jouez avec les cycles de saisonnalité de foot
et vous gardez toujours un œil sur ce que fait Sorare, leur stratégie, etc., etc. Les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez-moi des lourds en commentaire de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Que vous débutiez Sorare ou pas, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur Discord, vous pouvez m'écrire sur Twitter, je vous donne des conseils pour vous aider à casser le jeu, profitez-en, c'est gratuit, pas pour longtemps parce que là il y a Ernest et Newm qui sont chauds là, qui veulent me recruter. Donc les mecs, n'hésitez pas à m'écrire, mettez-moi des likes, abonnez-vous à la chaîne, les concours reprennent normalement avec la reprise du championnat. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.